Donc je tiens à remercier tout d'abord tous les participants ici présents, les patients, les familles, les représentants d'institutions, messieurs les élus, qui ont bien voulu nous honorer de leur présence pour cet événement unique en son genre, organisé pour la première fois à La Rochelle par notre délégation. Je remercie chaleureusement également nos intervenants, le professeur Bartholomy, comme si je ne vous connaissais pas, qui est venu de loin et qui nous a même emmené le soleil. Le docteur Pancher, je crois qu'il n'est pas encore là, et Madame Catherine Diran, et nos nombreux partenaires. Lorsque j'ai fait connaissance avec l'épilepsie, il y a une trentaine d'années, je ne me doutais pas une seule seconde de ce que nous allions devoir traverser et vivre, des embûches que nous allions devoir affronter pour accompagner notre fille, malgré et avec. À l'école, nous avons dû expliquer, justifier, convaincre, rassurer. La scolarité fut chaotique, entre rejet, incompréhension et surprotection. Comment une crise, même partielle, de 1 à 2 minutes, pouvait faire autant de dégâts sur le reste de la journée. Chacun faisait avec ses moyens, enseignants dépassés, démunis, voire aussi désemparés que nous. Plus tard, sur le marché du travail, même combat, encore plus difficile. Enfant, le patient épileptique suscite souvent la compassion. Adulte, la plupart du temps, il dérange. Un jour, un chef d'entreprise a dit à ma fille, alors âgée de 20 ans, elle sortait de l'école, « Je crois, mademoiselle, que vous n'êtes pas faite pour le monde du travail. » Oui, parce qu'une crise d'épilepsie, même partielle, même sans chute, dans un institut de beauté, il faut dire qui représente un peu le monde du paraître, ça fait désordre. Aujourd'hui, je pourrais écrire à ce chef d'entreprise que je suis fière de ce qu'elle est parvenue à faire contre vents et marées. Aujourd'hui, elle est heureuse de gérer son propre institut, malgré et avec l'épilepsie. Alors oui, tout est question d'acceptation, d'intégration, mais cela passe aussi par l'information et l'ouverture d'esprit. Et le problème, il est surtout là. Je ne peux que constater que les choses ont du mal à changer 30 ans après. Il y a quelques mois, lorsque je suis venue vous voir, Monsieur Falorni, pour vous présenter le paysage d'Épilepsie France, et plus particulièrement les actions de notre délégation, nos projets, nos objectifs, je vous ai demandé ce que vous inspirait l'épilepsie. Vous m'avez répondu presque sans hésiter, désarroi. Là où tout le monde répond souvent peur, maladie effrayante, que sais-je encore, vous m'avez répondu désarroi. Eh bien oui, monsieur le député Falorni, vous avez raison, désarroi. C'est ce que vivent près de 800 000 personnes en France, parce que la maladie est taboue, mal connue, mal comprise, que les patients sont stigmatisés, les familles subissent toutes ces difficultés, ils sont souvent trop ou pas assez, et leur inclusion est souvent très difficile et souvent inadaptée. Mais où est véritablement leur place? Nous recevons des familles épuisées de ne pas être entendues, obligées de toujours prouver, justifier et démontrer, alors qu'ils souhaitent juste que leurs enfants, leurs conjoints, leurs proches, soient pris pour ce qu'ils sont et non pas comme il faudrait qu'ils soient. Lors de mes nombreux entretiens avec divers élus, je les ai souvent entendus me dire « mais au fond, pourquoi tout ce bruit? Pourquoi demander un plan national ?» L'épilepsie n'est pas bien grave. Quelques cachets, ça n'empêche pas de vivre. Il y a du reste suffisamment d'institutions capables d'accueillir les patients, et l'école est inclusive de nos jours. On est bien loin de cette vérité. Les médicaments sont essentiels à la vie de la majorité des personnes atteintes d'épilepsie. Ces traitements sont lourds et entraînent des effets secondaires difficiles à supporter. Jusqu'au 21 décembre 2018, cette maladie chronique était prise en charge à 100%. Mais depuis l'instauration des tarifs forfaitaires de responsabilité, le Lamictal, un médicament le plus prescrit dans l'épilepsie, n'est plus remboursé à 100%. Après des changements contraints par le nouveau protocole sur les médicaments à base de valproate, suite au scandale de la dépakine dont on a tous entendu parler, c'est un nouveau coup de poignard dans le dos des patients. Nous avons toutes les raisons de penser que d'autres antiépileptiques subiront le même sort. Les plus touchés sont évidemment les plus vulnérables, condamnés aux minima sociaux, et pour cause, 1/3 des patients épileptiques est sans emploi à cause de la maladie. Les parents, quant à eux, s'arrêtent souvent de travailler faute de solution pour leur enfant. Nous avons alerté les pouvoirs publics et attendons le retrait de cette mesure. Nous constatons également que les antiépileptiques ne sont pas épargnés par les ruptures et tensions d'approvisionnement en médicaments de plus en plus courantes.
L'organisation de la chaîne de production et distribution doit être revue. Déremboursement et rupture d'approvisionnement des médicaments, stigmatisation des malades, désertification médicale. Alors oui, Épilepsie France attend toujours un plan national pour ses 800 000 patients. Aujourd'hui, oui, messieurs les élus, chères adhérentes, chers adhérents, il est vraiment temps d'en parler. Nous savons bien, nous, familles, associations de patients, que l'épilepsie, c'est pas que les crises. Et si nous avons un message à faire passer aux familles, c'est de venir nous rejoindre. Nous pouvons vous aider à éviter les écueils et les vicissitudes de la maladie. Nous vous encourageons à ne pas vous isoler. Nous avons un réseau Facebook national, notamment, de plus de 7600 membres, mais aussi un réseau local. Nous relayons l'information, encourageons les patients à partager autour de la maladie. Nous créons du lien chaque fois que cela nous est possible. Localement, nous avons créé les ateliers qui font du bien, mis en place par notre délégation à La Rochelle et à Cognac. Je le répète, près de 800 000 patients épileptiques en France. 100 personnes présentent une première crise chaque jour. 40 000 nouveaux cas par an, la moitié représentés par des enfants de moins de 20 ans. Chez les personnes âgées, l'AVC est la première cause de la survenue des crises d'épilepsie. Les séquelles sont fréquentes, surtout lors des AVC hémorragiques. Oui, mesdames et messieurs, il est vraiment temps d'en parler. Alors me direz-vous, et demain? Nous croyons à la recherche, nous croyons aux professionnels de santé, aux neurologues qui s'investissent, corps et âme, pour trouver des solutions et améliorer le quotidien des patients. Localement, des projets, nous en avons des dizaines. Ici aussi à La Rochelle, avec le projet des habitats partagés, par exemple. Nous sommes sur la bonne voie, nous avons des partenaires, mais nous avons besoin d'être soutenus et surtout entendus. Et nous avons besoin aussi d'être nombreux. Alors rejoignez l'association, adhérez, faites adhérer, nous serons plus forts pour parler d'une seule voix. Je vous souhaite à tous une très belle journée, riche d'informations en échange. Et d'échanges, pardon. Alors, je laisse d'abord... Merci. Merci. Je laisse d'abord la parole à Monsieur Olivier Code, qui est adjoint au maire en charge de la santé et du handicap. Puis je demanderai à Monsieur Branger, conseiller départemental en représentation de Monsieur Dominique Bussereau, président du conseil départemental, j'espère que je ne me trompe pas, de venir nous dire un mot. Et enfin, nous laisserons la parole à Monsieur le député Falorni, qui nous avait si gentiment reçus il y a un peu plus d'1 an. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter au nom du maire de La Rochelle, bienvenue dans notre ville, pour laquelle nous travaillons tous les jours pour que La Rochelle soit une ville ouverte, porteuse de valeurs humanistes, attentive à chacun et promouvant une cité inclusive au bénéfice de tous. Vous organisez aujourd'hui la première édition du village des épilepsies dans le cadre de la Journée internationale de l'épilepsie. Cette journée d'échange et d'information est bienvenue, parce qu'elle participe à la déstigmatisation des malades et à la sensibilisation du tout public sur cette pathologie neurologique dans un département qui compte entre 6 à 7 000 personnes atteintes, soit environ 1% de la population départementale. Derrière cette statistique froide, il y a évidemment des personnes, bien souvent des enfants ou des personnes âgées, des parcours de vie chahutés par la maladie, ou parfois par des actes ou des décisions d'acteurs publics compliquant encore le combat et la vie des malades. Votre interpellation de la ministre de la Santé sur la question du déremboursement du Lamictal en est, s'il en était besoin, une démonstration édifiante des conséquences pour les patients de la politique de santé actuelle. Toutefois, il est à souligner la détermination et l'adversité de parents, d'amis ou de malades qui imaginent des solutions innovantes, tel le projet d'habitat inclusif sur La Rochelle que vous nous avez présenté il y a quelques semaines de cela. Ce projet ambitieux, facilité grâce à la loi ALUR de 2014 sur l'habitat participatif, reçoit évidemment pleinement notre soutien et sachez que nous vous accompagnerons dans ce projet. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, l'accès au logement est un droit fondamental pour tous. C'est un lieu protecteur, intime,
structurant pour la personne dans son parcours de vie, de santé et de soins. Parce que c'est aussi un projet co-construit avec les premiers bénéficiaires que sont les malades. Parce qu'il répond à la nécessaire diversification de l'habitat par une offre adaptée de logement. Et parce qu'il répond à une demande spécifique aussi du territoire. Ce projet se construira dans la durée, puisque multipartenarial, parce qu'il prend en compte les temporalités de chacun, mais aussi parce qu'il faut convaincre, ce qui n'est pas toujours évident. Et notamment, sur notre territoire, la MDPH, qui a du mal à comprendre qu'on peut mutualiser les PCH, ce qui se fait partout ailleurs, pratiquement, dans tous les autres départements, sauf chez nous. Voilà. Et donc, il faut convaincre la MDPH 17 de mutualiser ces PCH pour avoir, dans le cadre de familles gouvernantes ou là d'habitat participatif, une personne à disposition pour aider chacun. Mais je sais qu'à Épilepsie France, vous avez cette envie ancrée à de fortes convictions. Alors, animé par le souci de rendre La Rochelle inclusive et accessible à tous pour que l'accès au droit ne soit plus un combat et afin que vous puissiez profiter des petits bonheurs de la vie, alors le chemin est long, nous le savons, nous nous tenons dès à présent à vos côtés pour la pleine réussite de ce projet, ainsi que pour sensibiliser les Rochelais sur l'épilepsie. Car comme le proclame votre signature, la vie d'abord. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle journée d'échange. Merci. Au plan national, vous le disiez, Madame la Présidente, tout à l'heure, près de 800 000 personnes. C'est énorme. Le nombre de personnes touchées par l'épilepsie est de 40 000 nouveaux cas par an. Vous le disiez aussi, il faut le dire, il faut le faire savoir parce que c'est absolument énorme. Et rien que dans notre département, vous l'avez dit Olivier, c'est 1%, 6 000 personnes qui sont concernées par cette maladie. Ces questions donc autour de l'épilepsie sont très importantes, à la fois pour les malades, mais aussi pour les familles. Et nous ne pouvons rester indifférents devant cette maladie. Votre association Épilepsie France joue un rôle majeur depuis maintenant 13 ans. Elle est la seule association nationale de patients épileptiques reconnue d'utilité publique et disposant d'un agrément santé. Épilepsie France informe, conseille, aide et soutient les personnes épileptiques et leurs proches. Par vos actions, vous contribuez ainsi à améliorer la qualité de vie des patients. En Charente-Maritime, je crois que votre association compte 130 adhérents, si mes sources sont bonnes, et près de 100 bénévoles qu'on peut saluer en les applaudissant très fort, parce qu'être bénévole, c'est pas évident du tout. Le département de la Charente-Maritime soutient tout naturellement l'organisation de cet événement d'aujourd'hui qui vise à informer notamment le grand public sur les réalités de cette terrible maladie. Le département porte une attention toute particulière aux situations des personnes souffrant de handicap. Comme vous le savez, le conseil départemental est dans le cadre de ses missions aux côtés des personnes handicapées afin d'améliorer leur quotidien. Près de 6 700 personnes handicapées sont aidées par le département chaque année, dont 3 500 bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap. 2 300 places d'accueil dans les structures adaptées fonctionnent avec le concours financier du département. C'est 100 millions d'euros pour le département, afin de répondre au mieux aux différentes situations de handicap. Le département a voté il y a un an son schéma de l'autonomie qui vise à améliorer tant l'accompagnement des personnes pour un mieux vivre à domicile que les parcours. Le conseil départemental participe également au fonctionnement de la maison départementale des personnes handicapées, qui est un lieu de ressources unique pour toutes les démarches et les informations essentielles sur les services et les prestations possibles. Je souhaiterais vous dire qu'il est important de favoriser la vie sociale des personnes souffrant de handicap. C'est un peu l'affaire de tous. Respectons les malades, aidons-les à aimer la vie dans la mesure du possible. La maladie et les malades nous apprennent l'humilité, le courage et la sagesse. Une épreuve liée à ces situations grandit les hommes et donne à leur vie une profondeur particulière.
Je salue votre engagement et votre dévouement au quotidien et je vous exprime toute ma reconnaissance, excusez mon émotion, ma gratitude et je vous assure de tout mon soutien dans vos projets. Je suis à votre entière disposition à mon niveau, à mon petit niveau, mais c'est un tas de petits niveaux qui, multipliés, donneront un grand niveau et une grande aide pour les familles et pour les malades. Je vous remercie de votre attention. La journée chargée qui s'annonce pour moi, un agenda contraint, je tenais à être présent tout au moins en cette ouverture de vos travaux pour vous dire mon admiration devant votre engagement et mon admiration pour l'organisation de ce village des épilepsies. Le 11 février avait lieu, comme chaque année, la journée internationale de l'épilepsie, ou peut-être devrais-je dire d'ailleurs, comme l'indique le nom de ce village, des épilepsies, tellement cette maladie connue, mais peu comprise, est complexe. Deuxième maladie neurologique invalidante, derrière la maladie d'Alzheimer, l'épilepsie touche aujourd'hui environ 600 000 personnes en France, ce n'est pas rien, et l'accès aux soins est de plus en plus inégalitaire. C'est un constat navrant que nous ne pouvons que partager. On constate ainsi quelques 80 syndromes et une trentaine de médicaments qui ont chacun leur spécificité. Parmi les patients, 30% d'entre eux développent une forme d'épilepsie qui résiste au traitement. Cette maladie, vous le savez, malheureusement, est parfois très difficile à gérer pour la personne qui en est atteinte, comme évidemment pour son entourage. Cette maladie a de nombreuses répercussions sur la qualité de vie des malades, et je sais aussi que parmi ces 600 000 personnes atteintes, 200 000 sont diagnostiquées tardivement, trop tardivement. D'où l'importance du travail de sensibilisation et d'accompagnement que vous menez au quotidien. Vous connaissez, vous avez eu la gentillesse de le rappeler, Madame Gaudin, mon engagement, autant que possible, en faveur de vos combats et l'engagement qui est le nôtre pour l'inclusion de toutes et de tous dans notre société. Vous savez que j'accorde une place essentielle au dialogue, à la concertation. C'est aussi de ma responsabilité en tant que parlementaire de lutter contre toutes les formes d'exclusion et d'être force de proposition. Vous savez que la politique du handicap au sens large et de toutes les formes de pathologie est une mission du gouvernement, mais c'est aussi celle du Parlement et celle ouverte à l'ensemble des forces de la société. C'est la seule façon, selon moi, de garantir les droits et la citoyenneté de toutes et de tous. Au cours de mes mandats, j'ai interrogé à 2 reprises les ministres de la Santé sur la problématique de la prise en charge de cette maladie, en relayant les inquiétudes du monde associatif et en demandant, notamment, à plusieurs reprises, un plan national épilepsie. Vous aviez créé de votre côté une pétition qui avait recueilli près de 15 000 signatures. Un dialogue a été engagé avec les associations de patients, avec les neurologues et la Caisse nationale d'assurance maladie. Il a permis d'identifier des problématiques et des priorités. Améliorer la coordination entre médecins généralistes et neurologues pour la prise en charge des personnes atteintes d'épilepsie. Favoriser l'investissement des neurologues dans la prise en charge des patients atteints d'épilepsie. Favoriser la gradation des soins pour les personnes atteintes d'épilepsie. Réduire le risque de sous-diagnostic, en particulier pour les enfants. Améliorer la réponse aux besoins non satisfaits en structures médico-sociales, AMS et IME. Et enfin, atténuer la disparité des situations entre les régions. Cette démarche a paru au gouvernement plus porteuse de solutions pérennes que la mise en œuvre d'un plan national spécifique dédié à l'épilepsie. Je le regrette et je continuerai d'agir avec vous. La phrase utilisée en préambule du premier sommet national pour l'épilepsie il y a un an
doit devenir l'accroche d'une campagne pour une nouvelle ère, pour une meilleure prise en compte de cette pathologie. Cette phrase, c'est « Ce sommet souhaite mettre en lumière la maladie et démontrer que l'épilepsie est la candidate idéale pour l'expérimentation et la mise en œuvre des politiques publiques. Sachez que je serai à vos côtés pour faire que vos revendications deviennent enfin une réalité. » L'accès à l'emploi, et j'en terminerai par là, n'est simple, malheureusement, pour personne. Mais les personnes qui souffrent d'épilepsie rencontrent des difficultés particulières. 70% des personnes épileptiques arrivent à s'insérer dans le monde du travail. Cap Emploi, avec le Pôle emploi et les missions locales, participe à la mise en œuvre des politiques d'accès à l'emploi en partageant les priorités d'une stratégie nationale en application de la Convention multipartite 2017-2020 d'objectifs et de moyens. Merci donc à Épilepsie France, merci aux professionnels de santé que je salue, merci aux partenaires présents aujourd'hui, la DUI, l'UNAPI, Handichien, la Croix-Rouge, Cap Emploi. C'est tous ensemble que nous arriverons à faire en sorte que la vie en société soit accessible à toutes et à tous. En conclusion, un mot plus personnel, Madame Gaudin. Vous avez évoqué lors de notre entretien la réponse que je vous avais faite. Vous m'aviez demandé, effectivement, à brûle-pourpoint, sans que je m'y attendais, définissez l'épilepsie en un mot. J'ai répondu désarroi. J'ai répondu désarroi, non pas en tant que professionnel de la santé que je ne suis pas, qui n'a pas de compétences particulières dans le domaine, mais en tant que professeur. Un professeur qui a été confronté à cette problématique-là, parce j'avais un élève épileptique dans ma classe. Malheureusement, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Et un jour, cet élève a fait une crise pendant mon cours. Et c'est pour ça que ce mot-là est venu tout de suite, désarroi. Parce que moi, comme ses camarades, nous avons été confrontés au désarroi le plus total. Le plus total. Cette expérience nous a permis, moi, ainsi que les élèves, justement, d'arriver ensuite à comprendre, à faire face. D'autres crises se sont produites et pour le coup, tout désarroi s'était envolé. Donc, c'est la connaissance, l'information, la compréhension. Et on voit bien que dans l'éducation nationale, l'enseignant que j'étais ne savait pas qu'un de ses élèves pouvait à tout moment avoir une crise d'épilepsie. Et si vous me permettez, pour conclure ce petit clin d'œil, plus amusant, je vous ai répondu désarroi en tant qu'enseignant. J'aurais pu vous dire désarroi et empereur en tant que professeur d'histoire. Parce qu'à ce jeune homme à qui j'enseignais l'histoire, je lui dis « Jeune homme, tu as tout l'avenir devant toi, parce que l'homme qui a eu le plus de pouvoir, qui a sans doute été un des hommes les plus puissants dans l'histoire du monde, c'était Jules César, et il était épileptique. » Merci et bons travaux à vous. Alors, quelques rappels pour ceux qui ne sont pas tout à fait au fait de la chirurgie de l'épilepsie. La chirurgie de l'épilepsie, le principe, c'est la cortectomie. La cortectomie, c'est la résection d'une partie du cerveau qui va générer les crises, qu'on peut entrevoir un petit peu comme une pile, et le point de départ de ces réseaux. Ça ne concerne pas tout le monde, pas tous les épileptiques, vous le savez. Il faut des critères qui soient assez précis pour qu'on puisse tenter une évaluation et éventuellement vous proposer cette chirurgie. Il faut d'abord que l'épilepsie soit sévère. On ne va pas opérer tout le monde. Il faut qu'il y ait un retentissement qui soit psychologique, social, professionnel, etc., qui soit sévère et qu'il y ait un vécu difficile de votre maladie épileptique. Le deuxième point qui est très important, et je sais que ce sont que quelques rappels, il faut que l'épilepsie soit pharmacorésistante. Ça veut dire que nombre d'épilepsies sont bien contrôlées avec un traitement médical. Il n'y a pas d'intérêt à envisager une chirurgie de l'épilepsie dans ce type de conditions. Et le troisième point qui est important, c'est qu'il faut que ce soit une épilepsie focale. Ça veut dire que ça répond un petit peu à ce que vous venez d'entendre, dont a parlé Fabrice Bartholomé, c'est la notion de foyer épileptogène. Ça veut dire cette zone du cerveau qui va générer les crises
et qu'il va falloir délimiter, détecter, traduire en question d'anatomie et de fonction. Alors, la chirurgie de l'épilepsie en France, c'est des chiffres qui sont peut-être un petit peu anciens, mais enfin, ils restent, je pense, d'actualité, concerne 400 patients par an pour vraisemblablement 2 à 3 fois plus de patients qui seraient éventuellement éligibles. Donc ça reste quelque chose qui est mal connu et dont on peut regretter de temps en temps que la discussion quant à l'opportunité d'un geste chirurgical se fasse un petit peu tard. Pourquoi? Parce que on en a entendu un petit peu parler, mais la durée d'évolution de l'épilepsie, c'est une chose importante. Plus l'épilepsie va durer dans le temps, plus les manifestations épileptiques vont se reproduire, plus on va créer des réseaux complexes qui vont s'organiser, et éventuellement une espèce de forme d'épileptogénité secondaire qui vont finalement avoir un impact sur le pronostic chirurgical. Donc on aimerait pouvoir opérer les gens le plus tôt possible quand on a déjà défini les critères dont je vous ai parlé juste auparavant. Ça peut aller, la chirurgie, jusqu'à 80% de résultats favorables. Bon, ouais, dans les meilleurs cas, il faut comprendre que ça ne fonctionne pas toujours. Et je crois que les chiffres qu'a donnés Fabrice étaient tout à fait clairs. Ça ne fonctionne pas toujours. Ça ne fonctionne pas pour tout un tas de raisons. Mais je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une insuffisance de la résection du foyer épileptogène. On a laissé une partie du foyer épileptogène à l'origine des crises, ou alors le réseau est devenu tellement complexe qu'il nous a dépassé dans sa compréhension. Je crois que de toutes les présentations qu'on a vues aujourd'hui, on comprend assez aisément que c'est compliqué. Ça va nécessiter des moyens lourds, ça va nécessiter des expertises un peu diverses et variées. Et donc cette chirurgie de l'épilepsie, il faut que ce soit dans des centres de référence particuliers, et c'est pour cette raison qu'elle ne sera pas appliquée dans tous les centres hospitaliers de France, et que souvent, il faut aller au CHU, que ce soit à Bordeaux, à Marseille ou dans d'autres villes, pour que ces explorations et cette discussion puissent avoir lieu. Alors, le principe de la chirurgie de l'épilepsie, enfin pour ceux qui ne le savent pas, je le répète, c'est de définir le foyer épileptogène, un petit peu cette zone du cortex cérébral qui va être à l'origine de vos crises, et puis c'est d'évaluer pour nous le bénéfice éventuel de l'exérèse de cette zone du cortex cérébral, mais bien évidemment aussi du risque fonctionnel, dont on n'a pas encore parlé. Mais le cerveau est un organe parfois utile, et donc vous pouvez imaginer que l'abord d'une zone du cortex cérébral peut avoir des conséquences fonctionnelles importantes, et il va falloir les mettre en balance avec le bénéfice qu'on attend de cette chirurgie, donc de la guérison de votre épilepsie. Il n'est pas nécessaire de vous guérir d'une épilepsie pour vous rendre hémiplégique, et il n'est pas nécessaire d'être hémiplégique pour guérir de son épilepsie. Donc c'est des choses qu'il faut bien évaluer. Alors de tout ça, les cas qui nous sont présentés sont parfois simples et puis des fois beaucoup plus complexes. Le cas simple, très typiquement, c'est la maladie temporomésiale sur sclérose hippocampique. Je vais vous en montrer un cas. Et on va dire que les discussions sont assez rapides sur ce type de dossier parce qu'on sait très bien les zones de cortex cérébral qui sont dont l'exérèse est à envisager et dont on connaît généralement assez bien le bon résultat. Et puis des fois, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a affaire à des épilepsies focales, résistantes, graves, pour lesquelles on ne détecte pas sur les examens qu'on est susceptible de réaliser de lésions particulières. Donc on a parfois des difficultés à bien appréhender cette focalité de cette épilepsie. Et puis d'autres fois, c'est complexe parce qu'on a bien compris le foyer épileptogène, on l'a bien délimité, on a compris les réseaux qui étaient impliqués, et malheureusement, ils sont dans des régions qui sont très fonctionnelles, que ce soit pour le langage, la mémoire, la motricité, etc. Donc ça rend tout ça un petit peu complexe, et c'est justement dans ces cas-là qu'on s'est posé quelques questions et qu'il y a une actualité en neurochirurgie qui nous permet d'aborder plus fréquemment ces cas complexes qu'il y a une dizaine d'années. Voilà un exemple assez type d'une épilepsie relativement simple, une jeune femme, 19 ans, droitière, avec des troubles de mémoire visuospatiale constitués, des antécédents de convulsions fébriles dans l'enfance, qui a une épilepsie relativement sévère et pharmacorésistante, avec des crises assez typiques de sensations épigastriques ascendantes, de rupture de contact, des mouvements automatiques et d'activité hypertonique contralatérale. On fait une vidéoélectroencéphalographie, on détecte des crises à point de départ temporal antérieur droit. On voit ici l'IRM, dans laquelle on va retrouver des aspects assez typiques de sclérose hippocampique.
on est confronté à une maladie temporomésiale sur sclérose hippocampique. Voilà un cas simple qui nécessite une discussion généralement assez courte et dont on sait que le geste chirurgical va entraîner jusqu'à 80% d'amélioration, voire de guérison de son épilepsie. Je vous présente un cas plus compliqué. Ce cas plus compliqué, c'est très typiquement celle d'une épilepsie temporale gauche non lésionnelle chez une patiente droitière, dont on détecte une femme jeune, étudiante, dont on détecte aucun trouble sur le bilan neuropsychologique, donc qui n'a pas d'atteinte de la mémoire ou du langage ou des fonctions exécutives, qui a une épilepsie qui démarre tôt, qui est pharmacorésistante, qui est assez importante, puisqu'on voit 3 à 10 crises par mois avec une sémiologie clinique qui fait que ça a un impact important dans sa vie, tant d'étudiante que personnelle. On fait une vidéoélectroencéphalographie qui va retrouver des crises à point de départ temporale gauche qui confirme un petit peu l'impression générale. Et voici l'IRM qui ne retrouve pas stricto sensu, quand on regarde de façon un peu globale, de lésions bien particulières. Alors pourquoi c'est compliqué? Il y a trois raisons qui font que c'est assez difficile de donner une réponse à ce type de patient et cette forme d'épilepsie. Tout d'abord, c'est une épilepsie qui implique un territoire, un territoire fonctionnel, sur en particulier l'intégration du langage. Donc il y a un risque en post-opératoire, si on veut resséquer un lobe temporal gauche, d'avoir des troubles phasiques qui peuvent être très handicapants et dont, malgré la rééducation, peut laisser des séquelles à terme. Le deuxième point, c'est que le bilan amnésique préopératoire est normal. Si on considère qu'il y a une implication de la partie interne du lobe temporal gauche dans ce type de situation, il y a un risque très important à la résection de cette partie interne du lobe temporal gauche d'induire des troubles de mémoire, dites verbales, post-opératoires, qui sont là aussi un réel handicap. Le troisième point qui rend la situation complexe, c'est qu'on ne voit pas de lésion. Ça veut dire qu'on n'a pas ce substrat qui nous permet de temps en temps de mieux focaliser le point de départ de l'épilepsie. Ça peut être une aide. Et quand on ne le retrouve pas, on est toujours un petit peu plus à l'aveugle quant au départ. Et il y a une difficulté, pas importante, mais réelle, de définition précise de ce foyer épileptogène. Alors, est-ce que finalement, ces cas complexes n'ont pas de possibilité chirurgicale? Non, on peut faire des choses et il y a des améliorations assez récentes qui nous permettent aujourd'hui d'aborder peut-être des situations qui étaient récusées il y a encore une quinzaine d'années pour tout ce que je vous ai dit, une balance entre le bénéfice attendu et le risque fonctionnel de cette épilepsie qui n'était pas favorable. Alors, qu'est-ce qui s'est amélioré là actuellement? C'est 2 ordres de choses, et je reste dans des choses pragmatiques, très actuelles. Tout d'abord, améliorer le diagnostic morphologique. Une lésion cérébrale, quand on peut la détecter, c'est un élément quand même un petit peu important, en particulier pour nous, neurochirurgiens, pour pouvoir apprécier les possibilités de résection et les conséquences fonctionnelles. Donc, il y a, nos collègues de neuroradiologues ont beaucoup travaillé sur ce type de choses et développent tout un tas de nouvelles techniques, de nouvelles séquences d'images qui vont nous permettre de voir ce qu'on ne voyait pas auparavant. Tout d'abord, et j'insisterai beaucoup là-dessus, les tractographies, c'est-à-dire les possibilités, les voies de connexion des différentes zones du cortex cérébral pour, par exemple, l'implication d'une fonction particulière. On y reviendra un petit peu tout à l'heure, je vous montrerai ce que c'est. On a aussi des séquences qui vont s'améliorer pour mieux voir les malformations du cortex cérébral, qui sont parfois très tenues, très microscopiques, difficiles à voir à l'œil nu sur des séquences traditionnelles. Et l'amélioration de ces séquences nous permet de temps en temps de mettre le doigt sur d'authentiques dysplasies, jusque-là invisibles sur les IRM réalisés précédemment. Après, le deuxième point d'amélioration, c'est améliorer les indications et puis le geste chirurgical, c'est-à-dire la définition de ce qu'on a du geste chirurgical. Et on attend beaucoup d'Epinov pour nous aider dans ce type de choses. Mais c'est bien évidemment pour moi, avant tout, de diminuer le risque. Il n'y a pas de chirurgie sans risque. Je pense qu'on le sait tous, on l'a tous bien compris depuis longtemps. Mais on peut tenter de diminuer ce risque. Tenter avec une évaluation, par exemple, des troubles éventuels mnésiques post-opératoires, donc tenter de mieux imaginer ces troubles, par exemple, de mémoire dans une chirurgie temporale,
Il y a ce dont on a parlé très rapidement tout à l'heure, la thermocoagulation. On va en rediscuter un petit peu plus loin. Et surtout et avant tout pour moi, la chirurgie en conditions éveillées. Vous avez sûrement entendu beaucoup parler, c'est très à la mode en ce moment. Les journalistes aiment beaucoup parler de neurochirurgie en conditions éveillées. Vous verrez que ça a une implication tout à fait réelle et importante, à mon sens, dans la neurochirurgie de l'épilepsie. Alors, je reviens sur chacun de ces points très rapidement. Je ne vais pas faire un topo très long parce qu'on a entendu beaucoup de choses aujourd'hui et des choses intéressantes et compliquées. Donc, on va essayer d'être simple. L'imagerie, voilà l'image de la patiente que je vous ai montrée tout à l'heure, pour lequel, à vue de nez, on ne considère pas d'anomalie bien spécifique. Voilà une nouvelle séquence d'IRM, une IRM Kupfler, DIR, qui est intéressante parce que je vous ai mis en violet accompagné d'une petite flèche un dédoublement cortical sur la première circonvolution du lobe temporal. Ça, c'est une dysplasie, c'est une malformation de la zone temporale que je ne détectais pas ou très difficilement sur les séquences d'IRM préalables. Bon, c'est un point important. C'est un point important parce que dans l'intégration et la concordance des données électroencéphalographiques, cliniques, etc., eh bien finalement, ça nous renvoie à cette région et on est assez content de voir que dans la région, on détecte une lésion cérébrale qui est une malformation du cortex cérébral qu'on sait très épileptogène. Ce n'est pas définitif, ça ne garantit pas, mais c'est un point qu'on va intégrer dans la discussion des possibilités chirurgicales. Voilà, une IRM faite il y a encore 5 ans, une IRM faite aujourd'hui, et on voit des choses qui n'existaient pas. Donc, premier point, une IRM dite normale doit être relue et éventuellement refaite si elle était un peu ancienne. Après, on a l'imagerie fonctionnelle, on en a un petit peu parlé. C'est la faculté de pouvoir nous donner un certain nombre une visualisation un peu de fonctionnelle du cerveau. Ici, une IRM de latéralisation du langage, en particulier chez les patients gauchers ou ambidextres. Ça peut être utile de bien comprendre que le langage va s'organiser sur l'hémisphère cérébral gauche chez un patient gaucher ou ambidextre. Donc, c'est un point important pour apprécier le risque fonctionnel de troubles du langage post-opératoire. Et puis, la tractographie, qui est très intéressante. Le langage, c'est un truc complexe. C'est un truc très compliqué. On va faire super simple. Il y a quand même des zones corticales qui sont impliquées dans le langage. Une première zone, qui est le pied de la troisième circonvolution frontale, à gauche, chez le patient droitier, qu'on le voit ici. La deuxième zone qu'on appelait les aires de Broca. Une deuxième zone est à la partie postérieure du lobe temporal, toujours à gauche, qu'on appelait les aires de Wernicke. Et voilà la représentation corticale sur une IRM de ces aires. Bon, ça ne nous dit pas grand-chose, parce qu'on sait qu'il y a une grande variabilité individuelle et possiblement induite par l'épilepsie pour le fonctionnement de ces zones corticales. Ce qui est totalement invariable, c'est les connectiques sous-jacentes, celles qu'on a en profondeur du cerveau. Et voilà le type de connectique qu'on peut dessiner et que nos collègues neuroradiologues sont capables de nous présenter, ce qu'on appelle le faisceau arqué, qui est un faisceau qui va relier ces aires du langage, séparées d'un point de vue anatomique, mais reliées entre elles par ce faisceau arqué. Ça, c'est très important, parce que ce sont un peu les limites que nous, on a dans la résécabilité chirurgicale. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure pour que ce soit un tout petit peu plus clair pour vous. La deuxième chose dont je voulais parler très rapidement, c'est l'évaluation des troubles de mémoire post-opératoires, en particulier dans des épilepsies temporales, temporomésiales, et a fortiori gauche chez les patients droitiers. C'est un truc important parce que dans la chirurgie de l'épilepsie temporale, les troubles de mémoire sont souvent l'handicap le plus fréquemment rencontré, le plus fréquemment décrit et qui pose beaucoup de soucis. Et il est pour nous extrêmement difficile de pouvoir apprécier dans un hippocampe qui a l'air épileptique, malade, les conséquences de son exérèse sur cette mémoire. Et vous vous doutez bien que guérir une épilepsie pour avoir d'importants troubles de mémoire post-opératoire, c'est un petit peu délicat et en tout cas, ça se discute beaucoup. Donc, on a la possibilité aujourd'hui de pouvoir simuler avant le geste chirurgical les conséquences de l'ablation de régions de ce type-là. C'est ce qu'on appelle la stimulation du gyrus parahippocampique. Donc ça se fait lors d'une stéréoélectroencéphalographie, dont je vous rappelle que c'est l'implantation dans le cerveau
d'électrodes d'enregistrement de l'activité électrique. On va implanter ces électrodes et puis on va faire des tests par électrostimulation de certains déplots dans certaines régions du cerveau. Et je suis allé trop vite, je n'ai plus mes... Ah ben j'ai plus ma diapo, elle a disparu. Bon ben c'est pas grave. Ça nous permet de mettre ces électrodes dans certaines régions du cerveau, d'obtenir une stimulation électrique, et cette stimulation va inhiber la fonction. On va faire des tests cognitifs, de mémoire pendant cette stimulation, avant, après, et on va pouvoir comparer les efficiences sur les différents types de mémoire après la stimulation. C'est important parce que le processus est conscient, et je pense qu'on a bien compris ce que c'était que la conscience, et ça va permettre aux gens, pour nous, médecins, d'évaluer le risque fonctionnel de l'ablation, par exemple, d'un hippocampe, et pour le patient, d'apprécier ce que c'est que le trouble de mémoire qui sera induit, et de pouvoir éventuellement avoir une faculté à mieux comprendre le bénéfice, mais aussi le risque de la chirurgie qu'on est susceptible de proposer. Il est entendu que si les troubles sont extrêmement sévères à la stimulation, ça peut être un frein à proposer une chirurgie. Sauf si le patient considère lui-même que le trouble de mémoire observé en post-opératoire est suffisamment peu important par rapport à la sévérité de sa maladie épileptique pour prendre ce choix-là en toute conscience. Voilà, par exemple, quelque chose qu'on est susceptible de proposer pour mieux comprendre la problématique. Ensuite, la thermocoagulation. On en a un petit peu parlé, je vous ai dit. L'épilepsie, c'est un phénomène complexe. On n'a jamais d'absolue certitude de l'organisation d'une maladie épileptique au point de vue anatomo-fonctionnel de votre cerveau, et c'est quelque chose qui est compliqué. On peut avoir des pistes, on peut créer, des hypothèses, des modèles un petit peu cérébraux qui nous permettent, par la concordance des signes cliniques, des données électroencéphalographiques, des IRM, d'imaginer un petit peu comment la crise d'épilepsie naît et se diffuse dans votre cerveau. On a vu des images assez intéressantes tout à l'heure. C'est important. Ça reste un petit peu une vue de l'esprit. Ce n'est pas l'absolue certitude que c'est la réalité. C'est l'analyse qu'on peut faire avec les données actuelles de votre épilepsie. La thermocoagulation a deux intérêts. Le premier intérêt, c'est que quand on a cette hypothèse, on aimerait bien pouvoir la tester. C'est-à-dire, finalement, la confronter à la réalité. Est-ce que si j'enlève le foyer épileptogène tel que je l'ai défini, est-ce que j'ai une vraie chance de guérir l'épilepsie? Si vous avez des électrodes intracérébrales implantées dans la zone épileptogène et qui ont bien enregistré le point de départ de vos crises, on peut tester cette hypothèse en faisant de l'électrostimulation. C'est une inhibition transitoire du fonctionnement cérébral. On va faire cette thermocoagulation et pendant un certain temps, on va surveiller, et si les crises disparaissent après la thermocoagulation de certaines zones du cerveau qu'on avait supposé être le point de départ de vos crises, ça nous donne quand même une bonne corrélation avec ce qui produira en post-opératoire, et ça nous donne un élément supplémentaire pour conforter l'hypothèse de départ de votre épilepsie du foyer épileptogène. Ça, c'est pas très compliqué à faire. On implante les électrodes et c'est une thermocoagulation dipolaire par radiofréquence. Deuxième avantage de cette thermocoagulation, c'est que de temps en temps, on dira non à un geste chirurgical parce que ce foyer épileptogène qu'on a défini est situé dans une zone fonctionnelle et qu'on sait difficilement abordable sans conséquences graves fonctionnelles pour vous. Donc à ce moment-là, il faut trouver des options, d'autres options. On a discuté tout à l'heure de la simulation du nerf vague, qui peut être une option dans ces formes d'épilepsie non accessibles à un geste chirurgical, mais on a aussi l'option de la thermocoagulation qui a une vertu thérapeutique. Ça veut dire qu'effectivement, de coaguler certaines zones du cerveau impliquées dans la genèse des crises peut entraîner la suppression de l'activité épileptique. Donc c'est non seulement un test diagnostique qu'on est susceptible de proposer, mais c'est aussi un test thérapeutique. Voilà le principe d'une thermocoagulation. Ici, vous avez le planning préopératoire d'implantation des électrodes d'épilepsie, où on va déterminer une cible, c'est-à-dire la place profonde de votre électrode, une voie d'entrée, une trajectoire, qu'on va essayer de rendre la plus anodine possible,
Et on va implanter l'électrode sous anesthésie générale en couplant les données de l'IRM avec un bras robotisé qui va se mettre en place exactement dans la projection de la trajectoire avec la détermination non seulement du point d'entrée, mais surtout de la cible, donc la longueur de l'électrode qui sera implantée dans le cerveau. Chacune de ces électrodes comporte, voilà, alors, petite situation, je n'ai pas fait de vidéo, vous m'en voulez pas, mais je pense qu'il y a des images qui sont parfois un peu désagréables, donc je n'ai pas voulu que la moitié de l'assistance fuit, donc j'ai mis que des photos. Voilà typiquement une procédure de stéréoélectroencéphalographie où on a un patient qui est endormi avec un casque de stéréotaxie mis en place. On a ici le bras robotisé qu'on devine ici et la console informatisée qui est un petit peu plus loin et qui va piloter le bras robotisé. Bien évidemment, il y a quand même un geste humain qui consiste à faire la petite incision cutanée. On ne va pas placer l'électrode à travers le crâne comme ça, il va falloir faire un petit trou. Et puis, on va glisser l'électrode conduite par le bras robotisé en place. Et voilà très typiquement l'implantation d'une dizaine d'électrodes dans un carrefour temporo-occipital gauche. Et vous avez ici l'IRM cérébral avec les électrodes implantées. Et on va voir par exemple une électrode operculo-insulaire dont on peut, je ne sais pas si vous le voyez bien, distinguer des petits plots. Donc, on peut enregistrer, entre chaque plot, on aura un enregistrement électroencéphalographique et ça nous donne la possibilité de démultiplier les informations électriques du fonctionnement électrique de votre cerveau dans des zones, en particulier très profondes, qui sont difficilement accessibles à l'électroencéphalogramme. L'autre intérêt, c'est qu'entre chaque plot, on peut introduire une thermocoagulation, c'est-à-dire introduire un courant électrique qui va nous permettre soit à des moments d'inhiber la fonction, soit en la poursuivant et peut-être en augmentant l'intensité, provoquer une coagulation du cortex cérébral et donc la suppression transitoire de l'activité. Voilà très typiquement l'électrode, la genèse d'un courant électrique par radiofréquence. Voilà sur gel ce que ça va donner, un coagulat qui va se former. Ici, on a des électrodes qui sont en place dont on voit un petit peu mieux les différents plots. Et voilà le type de lésion qu'on observe après électro- et thermocoagulation. Bon, c'est un intérêt parce que si on avait défini le foyer épileptogène dans cette zone, et c'est une hypothèse intellectuelle, et qu'après thermocoagulation, vous avez une suppression au moins transitoire des crises, vous êtes quand même bien dans la bonne piste d'hypothèse. Donc vous avez a priori correctement défini le foyer épileptogène, et ça laisse la place à la réflexion chirurgicale. Si j'ai défini le foyer épileptogène et que je suis susceptible d'améliorer l'épilepsie, quel va être le risque fonctionnel que je vais avoir à vouloir enlever ces zones cérébrales ici? Donc ça, c'est un point assez intéressant dans l'appréhension des possibilités chirurgicales. Alors sur ce quoi je vais beaucoup insister, c'est la chirurgie en conditions éveillées, parce que je pense que c'est fondamental. C'est vraiment une avancée récente, moi, que je trouve très importante et qui nous permet, nous, neurochirurgiens, finalement de se rassurer dans le geste chirurgical qu'on va faire, pas tellement sur la guérison de l'épilepsie, mais beaucoup plus sur le risque fonctionnel. Donc l'idée de faire une chirurgie éveillée, et on va le voir, c'est de maximiser le plus possible la résection du foyer épileptogène. Vous avez compris que la conception un petit peu ancienne d'un foyer épileptogène, c'était une zone, on l'enlève, c'est guéri. Si on accepte la définition correcte de ce foyer épileptogène par les examens qu'on a fait au préalable, on devrait obtenir la guérison de tous les patients. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il y a beaucoup d'échecs, beaucoup de choses, parce que ce foyer épileptogène est peut-être beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine, que les réseaux se sont autonomisés avec une certaine durée d'évolution de l'épilepsie, et que finalement, ce que nous disait Fabrice Bartholomé et le prochain Epinov, montre qu'il faudrait avoir une résection beaucoup plus large de la zone du foyer épileptogène suspecté initialement pour pouvoir le guérir l'épilepsie. Donc, l'idée de la chirurgie éveillée, c'est, avant d'avoir les résultats Epinov, c'est de maximiser le plus possible la résection chirurgicale en fonction de l'hypothèse de base que vous avez définie lors de votre bilan préopératoire. Le deuxième truc, c'est que si on maximise cette résection du foyer épileptogène,
il y aura un impact sur le pronostic épileptique, ça c'est certain, et donc sur le sens même du geste chirurgical. Opérer pour avoir un échec, c'est dur à vivre pour les patients, c'est dur à vivre pour l'équipe qui prend en charge, et c'est dur à vivre pour l'équipe neurochirurgicale, parce que ce n'est pas l'objectif. Opérer pour un échec, ce n'est pas un objectif. Et puis, ça a un impact qui est intéressant aussi pour la morbidité chirurgicale, c'est de se dire jusqu'où j'ai le droit de poursuivre une résection de cortex cérébral sans induire de troubles fonctionnels définitifs. C'est très variable d'un sujet à l'autre. C'est pour ça que c'est très compliqué pour nous de définir ce risque fonctionnel, parce qu'il y a une grande variabilité individuelle dans le fonctionnement cérébral. On n'a pas tous le même fonctionnement cérébral. Il y a un travail qui a été fait, qui est mené depuis un certain temps et qui est, à mon avis, très important par Hugues Dufault, qui est neurochirurgien à Montpellier, et qui est un petit peu le redécouvreur de cette chirurgie en conditions éveillées en France et qui nous a apporté beaucoup d'informations quant au fonctionnement cérébral et dans ses implications pour un geste neurochirurgical. Ce qu'il dit et ce qui est constaté aujourd'hui par toutes les équipes qui pratiquent cette chirurgie éveillée, c'est qu'il y a à l'échelle corticale, donc dans l'organisation du cortex cérébral, une immense variabilité d'un sujet à l'autre. Je vous ai montré tout à l'heure sur l'IRM ce qu'on appelle l'aire de Broca. L'aire de Broca a été définie ainsi il y a maintenant très longtemps et représente une aire un peu de la motricité du langage, entre guillemets, de façon simple. Elle a été définie anatomiquement sur le pied de F3, des aires de Brodmann qui ont bien détecté l'anatomie, on va dire, plane de cette aire de Broca. Et il s'avère, au fond, que lorsqu'on les teste, nous, en paire opératoire, en stimulation, c'est extrêmement variable d'un sujet à l'autre et ça ne correspond pas à ce qui a été défini anatomiquement. Donc c'est un problème. Parce que si vous avez un cortex cérébral dont on a défini des modes de fonctionnement cortical, donc au niveau des neurones, et que ces aires, finalement, ne correspondent pas à la réalité des choses, et qu'elle est variable, susceptible d'avoir une variation individuelle, le risque chirurgical qu'on définit à vouloir opérer cette zone est aussi très variable. Des fois, je peux le faire sans danger, puis des fois, je ne pourrais pas, parce que je viens de dire des troubles importants. Alors, comment on résout ce problème-là? Voilà, un problème difficile à résoudre. La façon de le résoudre, c'est de bien comprendre que s'il y a une grande variabilité à l'échelle corticale et des possibilités de récupération post-opératoire en cas de trouble, ces possibilités n'existent pas à l'échelle sous-corticale, donc au niveau des connectiques cérébrales. Si on abîme la connectique cérébrale, c'est fini, la fonction disparaît et elle ne récupérera jamais. Donc tout l'objectif pour nous, c'est de pouvoir amener la résection, maximiser la résection jusqu'à ce qu'on n'ait plus de possibilité de récupération, aux frontières de ce qu'on ne doit pas faire. Donc voilà, la chirurgie éveillée, elle est là et elle est faite pour ça. Alors je vais vous donner un exemple parce que tout ça c'est un peu abstrait, je m'en rends bien compte, mais bon, c'est compliqué en une demi-heure de tout vous dire, c'est un peu abstrait. Donc je vous donne un exemple d'un patient d'une trentaine d'années, ambidextre, une épilepsie partielle depuis l'âge de 12 ans, la pharmacorésistance, bien sûr. Je ne reviens pas sur la sémiologie clinique, sauf à dire qu'il faisait jusqu'à 15 crises par jour, ce qui en fait une épilepsie quand même très active, avec sur l'EEG un foyer fronto-temporal gauche assez large, pas très bien défini, et en particulier pour ce jeune homme de 30 ans, un impact socio-professionnel majeur. Donc une épilepsie pharmacorésistante, focale, un impact sévère, un impact socio-professionnel majeur. On a tous les critères d'un bilan préchirurgical et de discuter des possibilités d'un geste chirurgical. Donc voilà un petit peu des données morphologiques de base. Je suis désolé pour cette diapo qui est un peu ancienne, qui n'est pas très belle. Enfin, quoi qu'il en soit, ça, c'est ce qu'on est susceptible d'obtenir par l'imagerie standard. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une drôle de petite lésion à la partie postérieure de ce qu'on appelle le cortex insulaire gauche, qui ressemble à une anomalie malformative, une dysplasie.
On va voir que chez ce patient ambidextre, on a une latéralisation gauche de son langage, une implication potentielle pour un éventuel geste chirurgical à ce niveau. On va retrouver d'autres examens que je ne vous ai pas mis, avec en particulier le PET scan qui renvoie sur des anomalies, là aussi frontotemporale gauche. Bon, on reste chez ce jeune homme avec une épilepsie compliquée, parce qu'impliquant des zones a priori fonctionnelles pour le langage, avec des lésions un petit peu à l'IRM un peu discordantes avec les données cliniques, électroencéphalographiques et le PET scan. On reste avec une épilepsie complexe. On va implanter dans ce type de situation, puisqu'on n'arrive pas à définir une hypothèse claire quant au site de genèse des crises, quant à l'organisation via les réseaux de ces crises. On va aller un petit peu plus loin, et aller plus loin, c'est une deuxième étape, c'est l'implantation des électrodes d'épilepsie, c'est la stéréoélectroencéphalographie. Donc on va implanter un certain nombre d'électrodes dans le cerveau, dont on voit ici quelques traces, on ne les voit pas toutes. Ces électrodes sont implantées en fonction des hypothèses qu'on émet. On émet une épilepsie frontotemporale gauche, dans une organisation qui n'est pas tout à fait claire. Enfin, on reste très dubitatif quant à l'organisation de ces crises et leur point de départ. Et il s'avère que lors de la stéréoélectroencéphalographie, on a très typiquement une activité intercritique et critique qui démarre en conjonction avec cette électrode qui est très exactement en avant de ce qu'on appelle l'opercule rolandique sur le pied de la troisième frontale ascendante, donc très typiquement dans l'aire de Broca. Alors c'est embêtant parce que finalement, qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'épilepsie de ce jeune homme, le foyer épileptogène de ce jeune homme est très vraisemblablement en relation avec cette zone operculo-frontale, qui est une zone impliquée dans la mobilité de la face, dans l'expression du langage, enfin bon, une zone excessivement fonctionnelle et importante pour lui. Y a-t-il pas de solution? On pourrait se dire, traiter chirurgicalement ce patient n'a pas de sens, parce que si je le traite, je vais peut-être, et sans certitude aucune, c'est une épilepsie frontale, donc on sait que les chances de guérison chirurgicale sont beaucoup plus faibles que dans des épilepsies temporales. Je sais que je risque d'avoir des conséquences fonctionnelles importantes pour lui, et on est dubitatif quant à la possibilité d'entrevoir un geste chirurgical sur une région qui ne comporte pas de lésion visible, et en tout cas très à distance de celle qui a pu être détectée. Malgré tout, dans l'autre côté de la balance, on a affaire à un type qui est jeune, qui a une vie très altérée, tant d'un point de vue social, personnel que professionnel, et on sent bien que sa vie est en train de basculer dans un très mauvais sens, et on se dit qu'il faut quand même essayer de lui apporter une solution. La solution, c'est finalement de faire une chirurgie éveillée, dans l'idée de pouvoir resséquer ce qui est ressécable, parce que la stimulation péropératoire non fonctionnelle. Donc, comment ça se passe, la chirurgie éveillée? Ça se passe de façon très simple. On va préparer l'intervention comme d'habitude. On va faire l'abord du cortex cérébral, on va exposer le cortex cérébral de façon assez large, et puis quand le cortex cérébral est très largement exposé, on va vous réveiller. On va demander à l'anesthésiste de stopper les mécanismes de sédation, et vous allez vous réveiller. Vous allez vous réveiller avec une neuropsychologue qui est avec nous au bloc opératoire, que le patient a rencontré préalablement pour un certain nombre de tests péropératoires qu'il a appris, que le patient a appris avant la procédure chirurgicale et qui vont être produits pendant. On pratique ces tests chez un patient bien réveillé, sans stimulation. Ça nous permet d'apprécier un peu son niveau d'éveil, son niveau de conscience, son niveau d'aptitude à la réponse. Et dès qu'on a obtenu ce niveau de conscience, on va pouvoir, avec des petits stimulateurs électriques, stimuler progressivement les aires du cortex cérébral qu'on a mis à jour, qu'on a devant nous. On va stimuler, si je regarde tout ça, on va stimuler toute la partie motrice, ici ce qu'on appelle l'aire de Rolando. On va stimuler toute la partie dite de Broca, on va entraîner des stimulations électriques dans toute cette zone et on va obtenir des réponses. Il
y a deux types de réponses qu'on observe. Soit à la stimulation, nous n'obtenons pas de réponse particulière. Il s'agit peut-être d'une zone corticale qui ne soutient pas de fonction particulière. A contrario, la stimulation peut entraîner des modifications. Par exemple, dans un test de répétition de mots complexes, on peut avoir une suspension du langage, un blocage à la stimulation. Bien évidemment transitoire, hein, ça n'est qu'une stimulation. Ça nous permet, en cas de reproductibilité, on arrête, et on va recommencer les différentes étapes, et on les fait 2, 3, 4 fois d'affilée, et si on a une bonne reproductibilité de la zone corticale stimulée dans l'arrêt de la fonction, on a compris qu'elle est impliquée dans cette fonction, et qu'il est peut-être dangereux de vouloir pousser la résection jusque-là. A contrario, des zones supposées fonctionnelles qui ne répondent pas, et j'entends supposées fonctionnelles anatomiquement, qui ne vont pas répondre à la stimulation, sont des zones qui peuvent être tout à fait resséquées chirurgicalement, et il n'y aura pas de conséquences à terme pour le patient. Cette anatomie structurelle, finalement, a peu d'intérêt pour nous. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'anatomie fonctionnelle. Donc, on va faire ces stimulations, et on va engager la résection du foyer épileptogène, de la zone corticale, la cortectomie. On va l'engager progressivement pour trouver les limites de notre stimulation et des stimulations qui étaient positives. On induisait un trouble fonctionnel. Ça nous permet ainsi de pouvoir maximiser le geste chirurgical sur des zones supposées inextirpables. Voilà très typiquement ce patient. Voilà l'IRM post-opératoire où finalement on peut enlever une partie d'un cortex qui est probablement très fonctionnel puisqu'on voit que c'est le pied de l'opercule relandique, donc normalement la zone de motricité faciale. On voit que ça comporte une grande partie de ce qu'on appelle l'aire dite de Broca, donc normalement supposée impliquée dans les phénomènes phasiques. Et chez ce patient, avec des suites qui étaient relativement simples, puisque s'il a eu une suspension qui manque du mot post-opératoire, il a été très transitoire, très court. Pourquoi ? Eh bien, quand on revient un petit peu en arrière, parce qu'il y a une grande variabilité de l'expression de la fonction corticale et que nous n'avons pas, lors de l'intervention, atteint et coupé la connectique sous-jacente, le faisceau arqué, qui, en cas de lésion, ne permet pas de récupération des troubles induits. Voilà, très typiquement, ce que peut nous apporter aujourd'hui la chirurgie éveillée, sachant que finalement, quand on a analysé la zone de résection, la cortectomie, on l'analyse au microscope, on a détecté une dysplasie corticale, donc une zone de malformation du cortex cérébral, que nous n'avons absolument pas détectée sur les IRM préopératoires, mais qui existait pourtant bien. Ce jeune homme est libre de crise, alors c'est un petit peu ancien, il a eu, je ne l'ai pas revu depuis, mais enfin, quand je l'ai revu au bout de 2 ans, il ne faisait plus de crise, avec une reprise d'activité normale. Donc voilà l'intérêt de la procédure éveillée en chirurgie de l'épilepsie. Ça s'adresse, je vous l'ai dit, à des épilepsies complexes, dont on a du mal à définir les réseaux, mais en particulier quand les réseaux épileptiques et le foyer épileptogène impliquent des zones dites fonctionnelles. Et j'entends sur une anatomie structurelle, et non pas une anatomie telle qu'on peut l'imaginer en chirurgie éveillée. Que c'est bien, ça autorise aujourd'hui d'élargir le champ de possibilités de la chirurgie. On va proposer des possibilités chirurgicales à des gens qui ont été ultérieurement récusés. Donc c'est possible, mais il faut bien comprendre que c'est difficile à mettre en œuvre et que ça nécessite l'implication d'une équipe bien rodée à ce type de chirurgie. Tout d'abord, un patient bien informé de ce qu'on va lui faire, parce que la panique peut aussi arriver en péropératoire. Je l'ai vécu une fois, c'est pas très évident à gérer. Une fois que le volet est soulevé et qu'on a mis à nu le cortex cérébral, l'état de panique peut être difficile à gérer. Donc il y a une appréciation préopératoire psychologique qu'il va falloir faire et bien informer les gens du type de test qu'on va produire. Il y a besoin bien évidemment d'un neuropsychologue qui est habitué dans ces procédures, parce qu'il faut des procédures de test qui restent simples. Il ne faut pas rentrer dans des choses très compliquées. Donc on va étudier des fonctions simples. On peut étudier le langage, on peut étudier la vision, la lecture, l'écriture, la motricité, la sensibilité. Pour la cognition, les processus mentaux plus complexes, on est encore, aujourd'hui, je pense que ça s'améliorera, encore un petit peu limité.
Après, bien évidemment, ça nécessite des équipes d'anesthésie susceptibles un petit peu habituées à ce réveil qui doit être rapide, là, une réintubation parfois complexe. Donc, c'est des procédures d'anesthésie qui ne sont pas totalement anodines et c'est un petit peu compliqué. Et voilà ce que je voulais vous dire sur la chirurgie en conditions éveillées. Je voulais vous dire autre chose, puis j'ai oublié, donc c'est pas bien grave. Si, voilà. Après, ça peut s'adresser à beaucoup de gens, cette chirurgie en conditions éveillées, et même aux enfants. Alors j'entends les enfants, attention, hein, pas les tout petits, mais les plus jeunes qu'on a pu prendre, nous, en conditions éveillées pour une neurochirurgie de l'épilepsie, avaient 11 ans. Donc c'est faisable chez l'enfant, ça nécessite une préparation un peu particulière, mais ce que j'ai pu constater, c'est que la tolérance chez l'enfant est bien meilleure que chez l'adulte. Je n'ai jamais observé l'état de panique, et bien au contraire, une participation beaucoup plus active. Et donc c'est intéressant parce que finalement, l'enfant, pour nous, c'est le point de départ du phénomène épileptique. C'est des enfants qu'on devrait opérer, pas des adultes qui ont 30 ans d'évolution de l'épilepsie. Ça a beaucoup moins de sens. Donc, c'est possible, même dans des épilepsies complexes, non lésionnelles, dites fonctionnelles de l'enfant. On n'a pas défini d'âge limite, ça viendra, hein, c'est encore un petit peu récent, mais ça peut s'entrevoir dès qu'il y a une approche neuropsychologique qui nous dit oui, l'enfant est suffisamment mature pour envisager ce type de choses, et c'est tout le travail de nos collègues neuropsychologues. Voilà, je voulais en parler, mais non, finalement non, on va s'arrêter là. La stimulation cérébrale profonde, je pense que les données sont beaucoup trop parcellaires aujourd'hui pour qu'on puisse en avoir des conclusions, et en tout cas le faire rentrer dans une actualité de neurochirurgie de l'épilepsie, c'est trop tôt. Donc ça sera l'objet d'une réunion dans 1 an, 2 ans, je sais pas, prochaine fois. Voilà, l'année prochaine, ce sera très bien, on pourra parler de ça. Voilà, merci. Donc alors, j'ai été diagnostiquée officiellement vraiment épileptique il y a seulement 3 ans, après des années d'erreurs. Et donc rapidement, j'ai été mise sous traitement et très rapidement, donc ma neurologue a compris que j'étais pharmacorésistante. Et donc voilà, il a fallu que je commence par passer il me manque pas mal de mots encore, hein. Un EEG vidéo. Et donc ensuite le PET scan, donc, qui montrait bien que toutes mes crises d'épilepsie venaient d'une lésion. Et donc voilà, il a fallu être patiente avant de me faire opérer. Il y a tout juste 4 mois. Donc voilà, je suis encore dans ma période de convalescence. Pour l'instant, je ne peux pas encore savoir quelles sont les conséquences vraiment précises de l'opération. Jusque-là, il y en a, c'est sûr, étant donné que j'ai eu une ablation partielle de l'hippocampe. Donc voilà, au niveau de ma mémoire verbale, il me manque. Tu t'en sors pas mal quand même, hein. Ouais, mais ça, voilà, j'arrive à compenser, quoi. Parce que bon, en même temps, c'était quand même l'une des conséquences de mon épilepsie, étant donné que, comment dire, en fait, chaque crise me détériorait cette zone, en fait, la zone de la lésion, et donc ça grandissait petit à petit. Donc forcément, il y a des conséquences, quoi. Mais bon, voilà. Enfin, ceux qui te connaissent s'attendaient à beaucoup plus de problèmes verbaux, oui, étant donné, etc. Mais bon, on trouve que tu t'en sors pas mal quand même. Et du coup, en tout cas, au niveau des crises, il y en a plus. Voilà. Mais oui, parce que voilà, dans les examens préopératoires, nous attendions à enlever toute l'hippocampe. Donc là, voilà, j'ai pu discuter avec donc mon chirurgien, docteur Pancher. Voilà, j'avais conscience de tout ce risque, mais c'est que jusque-là, j'étais en arrêt maladie et c'était très compliqué pour moi de retrouver au moins une vie presque normale. Je suis maman, donc, et là, les traitements me fatiguent tellement que c'était vraiment compliqué d'imaginer de retrouver une vie professionnelle, quoi. Donc voilà, les questions se sont posées et moi j'avais pris la décision de prendre le risque d'avoir vraiment des conséquences beaucoup plus importantes. Donc voilà, là c'est quand même positif. C'est positif jusque-là. Merci Angélique.
Bonjour, à peu près la même histoire. Moi, je suis épileptique aussi depuis l'âge de 5 ans, mais ça vient, du coup, on a découvert ça pendant les examens avant l'opération. Je l'ai depuis la naissance, en fait. Ça a dû se passer dans le ventre de ma mère. Le cerveau a du mal à se former. Donc, du coup, lobe temporal gauche aussi, pareil. Les mêmes examens comme vous avez vu là. En gros, c'est un résumé un petit peu comme vous avez vu avec le docteur. Moi, c'était le docteur Rougier, du coup, qui m'a opéré à Bordeaux il y a 5-6 ans de ça, juste avant de partir à la retraite. Voilà, donc moi ça s'est bien passé aussi. Alors c'est pareil, au début la parole a mis 3-4 semaines avant de revenir à peu près bien comme ça, et je suis content pour toi, c'est bienvenu. Après, alors moi par contre j'ai eu, moi c'est ce qu'on me dit maintenant, ma famille et mes proches qui m'ont connu avant m'ont dit qu'il y a un petit peu de séquelles. Je parle plus vite qu'avant apparemment. Des fois je m'en rends pas compte, peut-être là par exemple. Je parle par exemple plus vite qu'avant et des fois même trop vite apparemment, donc voilà. C'est une des séquelles apparemment que ma famille et des proches me disent. Bon, depuis, je te rassure, il y en a d'autres qui parlent beaucoup et qui sont pas épileptiques. Ils m'ont connu avant et après l'opération. Ils m'ont dit voilà, la petite séquelle qu'il y a pu y avoir, c'est ça. Ça a pu peut-être modifier ma façon de parler ou quoi que ce soit. Mais bon, les mots sont venus quand même au bout d'un moment. Voilà. Il suffit de ressortir, de reparler normalement avec les gens et ça revient tout seul. Voilà. Donc si on vous propose une opération un jour, n'hésitez pas, ça peut être très bénéfique, voilà, pour certains. Et donc plus de crise. Et donc, alors plus de crise. Bon, après, j'ai gardé mes mauvaises habitudes de ne pas faire attention aux médicaments vu que j'étais pharmaco-résistant, et donc j'en ai refait depuis, mais seulement suite à des oublis de traitement en fait. Donc voilà. Et donc faites attention à votre traitement quand même. Ne faites pas comme moi, par exemple. Voilà. Et Quentin est papa depuis. Oui. Depuis 6 mois maintenant. Voilà. Donc, merci. Et du coup, c'est vrai qu'on est un peu dans le sujet. On est parents tous les deux, du coup, maintenant. Et alors, j'avoue que je souhaite à tout le monde d'être parent un jour, si vous le voulez. Par contre, c'est très fatigant. Et j'avoue que connaissant maintenant ce que ça fait, j'ai eu la chance d'être parent après avoir été opéré. Je pense que si j'avais pas été opéré, que je faisais toujours des crises, ça se passerait très mal maintenant avec mon enfant. Donc voilà. Prenez bien le pour et le contre avant de faire un enfant. C'est la meilleure chose de votre vie. Mais bon, il faut vous dire aussi qu'il faut pouvoir l'élever après. Et moi, je pense que par exemple, j'aurais pas été capable de l'élever forcément si j'étais encore épileptique que maintenant. Ça aurait été plus difficile. Mais c'est-à-dire Quentin, c'est un bail à vie, un enfant. Hein. Et j'ai d'ailleurs eu la chance, après sa naissance, j'ai encore fait une crise il y a pas tellement longtemps, à cause d'un oubli de traitement à nouveau, du coup. Et voilà, donc j'ai eu la chance de pas l'avoir dans mes bras à ce moment-là, mais il faut vraiment faire très attention à ça. C'est pour ça que j'ai attendu d'être opéré avant d'en faire un, etc. Mais voilà, c'est une très belle chose, mais faites bien attention, pensez après à tout ce qu'il peut y avoir derrière, etc. quoi. Merci pour ton témoignage. Moi, c'est Alexandre, j'ai 21 ans et je suis étudiant à la fac de La Rochelle en informatique. Mon épilepsie s'est révélée, j'étais en 3e, donc c'était il y a à peu près, on va dire, il y a 7 ans. Il y avait déjà quelques signes avant-coureurs, bref. J'ai été opéré il y a 2-3 ans maintenant. L'opération s'est bien passée. Malheureusement, je fais encore des crises d'épilepsie aujourd'hui. Je suis encore sous traitement. Après, honnêtement, avant l'opération, je faisais 8 crises partielles complexes par jour. Aujourd'hui, je fais 3 crises partielles simples par jour. Honnêtement, c'est pas si mal. Vraiment, je suis vraiment soulagé de cette opération. Ça me fait beaucoup de bien. Je peux travailler et j'ai réussi mon bac pas loin de la mention. Et je la visais cette mention. Merci beaucoup. Merci Alex.